Madame la Présidente, bonjour. Donc on rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la magistrature, mais aussi procureur adjoint. Voilà. Bon. Alors une affaire qui est très médiatisée actuellement, l'affaire de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis, elle se déroulerait comment au niveau de la procédure en France, si on devait faire une simulation? Alors malheureusement, on a de quoi faire des simulations parce que c'est des affaires relativement banales, hormis la personnalité, notamment du mis en cause. En France, il y aurait très probablement, à l'issue de la plainte de la personne qui allègue ces faits-là, il y aurait probablement une enquête de police, très probablement deux solutions ensuite, soit une ouverture d'information, donc la saisine d'un juge d'instruction contre X, et ensuite la gestion d'une éventuelle garde à vue par un juge d'instruction, ou bien d'abord une enquête pour vérifier autant que possible ce qui a été dit, puis une garde à vue dans le cadre de cette enquête, et puis une ouverture d'information à l'issue de la garde à vue du mis en cause. Toujours est-il que c'est une affaire qui, en France, en ayant une qualification criminelle, aurait donné lieu, en tout cas, à la saisine d'un juge d'instruction, puisque c'est obligatoire en matière criminelle en France, avec ensuite la poursuite des investigations à charge et à décharge par ce juge d'instruction. Oui, enfin le premier qui va officier, c'est quand même le procureur, tout de suite. Oui, mais dans un temps relativement bref. Le temps de la garde à vue, non? Oui, le temps, bah oui, c'est court. C'est 48 heures maximum. Et éventuellement, mais avant de prendre cette mesure de garde à vue, que ce soit sous le parquet, sous l'égide du parquet ou de l'instruction, dès la plainte, il y aurait probablement eu des vérifications faites de manière immédiate sur les dires de la victime, sur ce qu'elle alléguait. Éventuellement, des prélèvements auraient pu être faits tout de suite, etc. Et sur les investigations notamment, par exemple, ce qu'on fait toujours, vous recevez, bon, ça commence en général par la plainte. On entend aussi toutes les personnes, et là je pense que ça a été fait aux États-Unis de la même manière, qui ont pu avoir une connaissance même indirecte de ce phénomène. Parce que la difficulté des infractions sexuelles, c'est que par définition et en général, il n'y a pas de témoin. Donc, en revanche, il peut être intéressant et de vérifier effectivement si quelqu'un a vu la victime juste avant ou juste après les faits, ou a vu l'auteur juste avant ou après les faits, si cette personne s'est confiée à quelqu'un. Il y aurait évidemment aussi des investigations médicales pour vérifier non seulement des lésions gynécologiques, il doit y en avoir, mais aussi tout simplement des lésions de défense. On a parlé d'éventuelles griffures qui auraient été portées par la plaignante. Tout ça aurait été fait de la même manière, avec en plus, dans le système français, là on en a assez peu parlé je crois, de manière systématique des investigations de personnalité sur la plaignante et sur le mis en cause. Avec un expert psychiatre. Psychiatre ou psychologue ou enquêteur de personnalité, puisque là on a beaucoup parlé... Est-ce que ce serait deux experts différents ou un seul expert dans ce cas de figure? Qui fait l'auteur et le... Oui. Ah ben c'est deux. Deux. Oui, oui. Heureusement, par définition. Étant entendu... C'est discutable aussi, puisque finalement, ça lui permettrait des éléments de comparaison dans les déclarations général, des uns et des autres. Oui, sauf qu'en général, l'expert n'est pas là pour être enquêteur ni pour comparer les déclarations, mais pour faire une analyse du profil psychologique et ou psychiatrique de la personne. Donc, si vous voulez, il n'a pas à connaître l'autre. Alors, ceci dit, je me souviens récemment d'un expert qui m'a dit que justement, il procédait souvent par comparaison et que c'était bien utile la comparaison. Mais bon. Normalement, pas, un expert n'est pas indépendant ni neutre s'il reçoit les deux. Cette précision est établie. Bon. Après, il y aurait une éventuelle... Alors, il y aurait évidemment l'audition du mis en cause aussi. Il pourrait y avoir des confrontations dès le stade de l'enquête entre le mis en cause et la plaignante. Et puis, ensuite, pourrait se faire dans un deuxième temps des vérifications plus poussées sur le passé, les éventuels incidents qui ont déjà pu émailler la vie de l'un ou de l'autre. Alors là, la grosse différence dans notre système judiciaire par rapport au système américain, c'est que ces investigations qui seraient menées sous le contrôle d'un juge d'instruction serait en France de la même qualité, quel que soit le poids présumé de l'auteur ou de la victime. C'est-à-dire qu'on entend, je crois que vous Est-ce certain? Ah bah oui, sinon on est un mauvais professionnel. Je veux dire, je ne crois pas qu'on traite plus mal une affaire de viol parce qu'elle concerne M. Dupont que si elle concerne M. Strauss-Kahn. En tout cas, c'est l'honneur des magistrats compétents que de faire comme ça. Oui, mais on en parlera par rapport à l'indépendance. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlera par rapport à l'indépendance du parquet. Ah non, mais ça, c'est une autre question. Oui, mais quand même. Oui. Non, ça, je ne
nie pas. Je suis même certaine qu'une affaire comme ça donnerait lieu chez nous à des pressions, conseils, etc. au niveau du parquet. D'abord, je rappelle que le juge d'instruction n'est pas au parquet et que lui, il est indépendant. Et que pour autant, un juge d'instruction qui a une affaire comme ça, j'espère qu'il fait les mêmes investigations qu'il s'agisse de Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, ça, ce n'est pas le problème. Non, oui. Voilà. Qui, après des interventions extérieures, c'est une autre chose. Bien sûr. Ouais. Le problème aux États-Unis, c'est que la nature des recherches ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que en France, ça n'est pas le prévenu, même riche et puissant, qui a les moyens de faire fouiller le passé de sa victime, y compris en allant en Afrique. Ou alors, s'il le fait, il apporte ces éléments au juge d'instruction qui les verse au dossier ou qui ne les verse pas. Mais en France, quand un juge d'instruction mène une instruction à charge et à décharge, il ordonne, par exemple, admettons qu'un juge d'instruction en France serait persuadé de l'innocence de Strauss-Kahn. Il ferait une expertise psychiatrique qui reviendrait catastrophique pour le dit Strauss-Kahn. Qui dirait, mais ce type a des caractères pervers, je ne sais pas, admettons. Le juge d'instruction français, même si cette expertise ne va pas dans le sens qui est sa pente, il la verse au dossier. Quand c'est les parties qui demandent une expertise, si elle ne va pas dans le sens qui les arrange, si M. Strauss-Kahn fait faire un examen de lui-même qui est catastrophique, il lui suffit de ne pas le remettre au système judiciaire américain. Donc ça fait quand même une différence énorme. De taille. Énorme. Sur la construction, si je puis dire, d'une procédure et sur son objectivité à l'issue de l'information. Là, dans le cas de figure, qu'il soit connu ou pas connu, il n'aurait pas échappé à la garde à vue. Très certainement. Alors, j'en sais rien. On pourrait considérer... la garde à vue, elle n'est pas obligatoire. Elle confère des droits. On pourrait considérer qu'on peut l'entendre de manière libre parce qu'il ne va pas se sauver, parce qu'il est d'accord pour rester dans les locaux du commissariat. En général, quand même, sur une affaire de cette nature-là, j'imagine qu'il aurait été placé en garde à vue. Mais ce n'est pas une obligation légale. Sauf que si on a besoin de le garder à disposition pendant qu'on fait une autre investigation, et qu'on doit le garder sous une mesure de contrainte quelconque, là, on est bien obligé d'avoir recours à une mesure de garde à vue. Moi, j'ai envie de vous dire que je pense qu'en France, il aurait également été placé en garde à vue. Alors, on a beaucoup crié au scandale sur les photos de DSK menottés. En France, un prévenu comme ça sortirait menotté ? Alors, sur le menottage, il y a un texte, un article du Code de procédure pénale qui donne aux magistrats la possibilité de donner des instructions aux escortes sur le menottage ou pas d'un individu. Sauf que ces instructions qu'en tant que magistrat on peut donner aux escortes, elles se heurtent à la responsabilité des escortes. Moi, il m'est arrivé de dire à des escortes, peut-être n'est-ce pas la peine de menotter ce monsieur qui a l'air calme, prêt à vous suivre. Les escortes me disent, oui, mais s'il se sauve, c'est moi qui serai responsable et c'est pas vous. Donc, en général, malgré les conseils qu'on peut leur donner, et je le conçois assez bien, la dernière main ou la dernière décision en matière de menottage, elle est prise par les escortes. Alors là, en l'occurrence, on s'imagine mal quand même DSK se sauver, mais oui, ouais. Ni lui ni quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup parlé en France de la question du menottage et du caractère vexatoire et parfois inutile du menottage. Ce qui est curieux et qui n'est pas très facile à déterminer, c'est pas forcément la personne dont on imagine le plus qu'elle se sauve qui le fait. C'est-à-dire que des gens peuvent, alors que ce sont des gens qui vont dire il n'y a pas de problème, tout d'un coup sur un mouvement de panique, par exemple, tenter de s'enfuir, justement parce que ce sont des gens qui ne sont pas des habitués du système judiciaire. Donc c'est assez difficile à évaluer, et c'est vrai que quand même le principe du menottage, c'est que les gens ne se sauvent pas. Je crois pouvoir dire qu'il est probable qu'en France, on aurait fait en sorte de ne pas le menotter.